Tout pour investir, la place de l'IMO. Bonjour Marie Cœur de Roi. Ouais, Pleine de joie. Bonjour Lorraine, bonjour. C'est l'heure de partir et de parler immobilier. De partir déjà. Pardonnez-moi, je suis un petit peu à bout de souffle. Marie, j'ai parlé d'immobilier de bureau tout à l'heure. Je voudrais juste vous toucher un mot de là-dessus. Le taux d'inoccupation aux États-Unis, 20%. Ouais, mais ça dépend de ce qu'ils ont comme bureau. Et puis eux aussi, ils ont été confrontés au télétravail. Donc la question de repenser le bureau, on en a longuement parlé hier. Mais oui, c'est un vrai sujet. Non, mais c'est un vrai sujet. Après, on sait très bien où ça reste occupé, parce que ça, c'est des moyennes. Mais typiquement, Paris, et c'est ce qu'on disait avec notre invité d'hier, on est sur un taux d'occupation très élevé. C'est-à-dire, c'est juste du frottement. On est à moins de 3% de taux de vacances de bureau dans Paris intramuros. Donc clairement, il y a des secteurs où effectivement, vous avez un taux d'inoccupation qui est spectaculaire et d'autres où, pour le coup, on a besoin d'espaces de bureau. Voilà, petit regard de Marie sur ce chiffre américain, évidemment, pas français. Nous n'allons pas parler de bureau avec vous ce matin, Marie. On va parler de co-living avec notre invité Maxime Sauvanet. Bonjour Maxime. Bonjour. Vous êtes directeur d'investissement chez Builder Investment Group. Avec vous, on va prendre le pouls de ce marché du co-living. Intéressant, pas que pour les jeunes et les jeunes professionnels, n'est-ce pas Marie ? Oui. N'est-ce pas Marie ? J'ai envie de répondre que oui, mais parce qu'au démarrage, l'idée du co-living, c'était, on va refaire un peu le film, je pense, du co-living Maxime, parce que c'est toujours intéressant, c'était de réduire nos espaces individuels, élargir nos espaces partagés, pour finalement trouver à la fois une forme d'économie d'usage et en même temps avoir une vraie solidarité, une proximité avec des gens. C'est ça l'idée, l'essence même du co-living au départ. Exactement, et c'est ce qui fait notamment la différence avec la colocation qu'on a pu connaître quand on était, nous, étudiants, il y a quelques années, en tout cas moi que j'ai connu, où dans l'ancien format de la colocation, finalement, on avait chacun notre chambre, on partageait un salon, mais on partageait aussi les sanitaires, on partageait les salles de bain, etc. Alors bien que Maxime, je vous interromps, mais on a reçu un acteur de ce secteur-là qui fait de la colocation haut de gamme, où là justement il réadapte les logements, c'est colocataire ERE à la fin, et qui fait qu'on aura des toilettes individuelles. Exactement, et sauf que le co-living, en plus, vous rajoutez toute une partie servicielle et d'animation, c'est là où je voulais en venir. Le co-living est en plein développement, et aussi grâce au Covid, parce que pendant le Covid, les étudiants et les jeunes actifs, qui étaient les principaux concernés, ont été les premiers touchés par la solitude pendant de nombreux mois. Ils n'ont plus voulu... Il y a un enjeu social. Un enjeu sociétal, c'est certain. Du coup, à vous entendre. Oui, mais c'est vrai qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'ils voulaient plus vivre tout seuls. Ils ont vraiment voulu vivre en communauté pour vivre des moments à plusieurs. C'est ce qui fait que le co-living propose, en plus des espaces privatifs avec salle de bain et sanitaire, ces grands espaces communs qu'on appelle même des espaces communautaires chez certains, avec parfois des coachs de maison, parfois avec des animateurs. Et c'est ce qui répond à cette nouvelle demande. Mais vous faites quoi dans tout ça concrètement ? Vous, c'est quoi votre métier ? Alors moi, mon métier, c'est d'accompagner les exploitants de co-living dans leur développement immobilier. Chez Builder, on investit dans les actifs qu'on loue ensuite aux exploitants de co-living. Qui eux-mêmes vont être après avec d'autres locataires. Exactement. On est relié ensuite contractuellement par un bail commercial avec l'exploitant en question. On n'est pas relié par des baux aux locataires finaux. On appelle les co-livers un peu dans le jargon, mais on a vraiment cette relation avec l'exploitant. J'ai failli tenter le co-liver, mais je me suis dit non, ça se trouve. On peut le tenter. Mais alors du coup, vous êtes depuis combien de temps sur ce créneau-là ? Et justement, on a parlé du fait qu'au démarrage, ça s'adressait plutôt aux étudiants et aux jeunes actifs. On va voir comment cette typologie d'habitants a un peu évolué. Mais concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous constatez sur l'occupation de ces espaces de co-living versus avant quand c'est né ? Moi, je me rappelle très bien avoir fait des sujets à l'antenne en disant c'est rigolo, ça nous vient des États-Unis, mais... Oui, mais vous avez raison, il y a encore quelques années, le co-living était plus appréhendé comme un phénomène de mode qu'un véritable phénomène de société ou même une typologie d'actifs à part entière. Aujourd'hui, on parle de co-living comme on parle d'hôtellerie, comme on parle de bureau. Et on verra ça tout à l'heure quand on se mettra du point de vue de l'investisseur, n'est-ce pas ? Ouais. Et donc, le co-living a évolué dans ces différentes formes. On parle beaucoup de co-living jeunes actifs, étudiants, mais aussi de plus en plus de co-living seniors, de co-living même inclusif et solidaire, à destination de réfugiés politiques, par exemple, à destination de familles monoparentales, de personnes à déficience cognitive, etc. Mais parce qu'en fait, vous répondez, alors c'est peut-être un peu engagé ce que je dis, mais peut-être à l'absence ou au manque de moyens donnés par les pouvoirs publics pour créer des structures qui permettent justement à la fois de faire ce lien social et puis d'avoir une offre locative accessible à certains. En fait. Oui, alors en fait, on répond à
à plusieurs problématiques. Effectivement, peut-être un manque des pouvoirs publics sur l'accompagnement de certaines personnes en situation de fragilité. On répond aussi pour les étudiants jeunes actifs à une tension locative sur le marché qui est extraordinaire aujourd'hui. On a, je crois, en France depuis 5 ans, moins 50% d'offres locatives. En Ile-de-France, en un an, on a quasiment une offre sur deux qui a disparu. Et dans le même temps, on a le co-living qui passe de 2600 lits en 2020 à plus de 25 000 lits en 2025. À l'échelle de une projection. À l'échelle française, c'est une projection. On y arrive. Ce sont des projections qui sont sécurisées aujourd'hui, qui sont en cours de rénovation, qui sont en cours de construction pour si on étudie à la fois le neuf et la réhabilitation. Nous, on est un peu plus sur la réhabilitation chez Builder, mais cette tendance est là et ne va faire que s'accentuer. On a des seniors, une population démographique senior qui augmente. Je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes, mais on connaît tous l'évolution de cette population-là. Et ce qu'on sait un petit peu moins, c'est qu'on va avoir 300 000 étudiants de plus dans les prochaines années, où finalement cette problématique de logement qui est déjà très importante aujourd'hui parce que les étudiants n'arrivent pas à se loger, on arrive à des situations qui sont très tendues dans les prochains mois, d'autant plus que cette population, si je peux me permettre, est moins considérée par les bailleurs classiques parce que moins de revenus, parce que souvent célibataires, donc un revenu sur deux en moins. Donc ce sont des dossiers qui ne sont pas prioritaires. Quand vous avez 50 personnes qui vont visiter un studio aujourd'hui à Paris, le bailleur classique, on ne peut pas lui en vouloir que de privilégier le dossier qui est le plus sécurisé. Mais pourquoi vous allez le prendre? Vous parliez par exemple typiquement des mères célibataires avec enfants. Ouais. Alors, c'est pas moi qui vais le prendre, c'est l'exploitant. Bien sûr, mais pourquoi j'aurais plus de chances, moi, mère célibataire avec 2 enfants, d'obtenir un logement dans un co-living, avec accessoirement la question de comment ça se passe, j'ai 3 chambres, enfin voilà. Oui. Et pourquoi ça serait plus simple dans une structure de co-living plutôt que... avec un... Alors premièrement, les exploitants qui vont sur ces créneaux-là, ils vont par conviction. C'est du profiling. C'est du profiling, exactement. Deuxièmement, il y a quand même une étude qui est faite au niveau des salaires. Alors, on n'est pas sur un ratio de 1 à 3. On n'a pas de caution bancaire derrière qui peuvent être les parents ou quelqu'un de la famille. C'est-à-dire, on est sur un ratio de... On est sur un ratio de 1 à 2 et puis on y va surtout sur le profil et sur les situations d'urgence. Les réfugiés politiques, les familles monoparentales, on est là, enfin, quand je dis on, les exploitants en question sont là pour les aider avant tout. Ensuite, ils prennent leur part de risque. On est quand même sur des baux qui ne sont pas des baux classiques 3-6-9. On est souvent sur des baux d'un an meublés, ce qui fait qu'il y a une période aussi assez courte sur le risque. Donc ça veut dire que c'est plus simple, on va dire les choses très clairement. On disait hier que c'était la fin de la trêve hivernale. Ça veut dire que c'est aussi plus simple pour l'exploitant s'il a un locataire ou un co-liver qui ne paye pas ou qui a des difficultés de pouvoir lui dire au revoir. C'est plus simple. Deuxièmement, on est dans une vraie situation humaine. Moi, je vois comment ça se passe avec les exploitants. Ils se connaissent tous avec leurs locataires, ils s'appellent régulièrement. Il y a une vraie relation qui naît de tout ça. Et quand on y va par conviction, on n'est pas là pour mettre les gens dehors. Et je vais vous dire un chiffre. Les exploitants avec lesquels on travaille en tout cas, ont 0% d'impayés. Parce que, mettez-vous en tête aussi que quand vous êtes en co-living, vous partagez les espaces avec d'autres personnes. Donc si vous ne payez pas, il y a aussi ce sentiment un peu de gêne qui peut apparaître, et c'est ce qui fait que... oui, on a une forme de respect voilà, c'est ça. Et puis on sait que si moi je fais mal, ça va retomber sur les autres. Et puis on est reconnaissant vis-à-vis de son exploitant qui nous accueille au final, qui a accepté qu'on puisse venir, alors que sur d'autres actifs, on n'aurait jamais été priorisé. 0% d'impayés, 1 an de bail en meublé, ça veut dire qu'il y a quand même une saisonnalité, on imagine, avec des appartements qui tournent sur... une saison scolaire, si je puis dire. Alors, une saison scolaire, une saison de stage, une saison de mission, même pour les jeunes actifs. On est sur des durées de séjour qui vont entre 7 mois et 12 mois, généralement, dans le co-living. Après, c'est pas pénalisant du tout par l'exploitant ou pour l'investisseur, parce qu'on a une telle liste d'attente derrière que finalement, il va y avoir une période de non-occupation qui va être très faible. D'accord, mais en termes, par contre, il y a la question de, le coût de frais. Ouais, quand il y a beaucoup de turnover, on sait qu'on a aussi des dégradations qui sont peut-être... Oui, alors... on n'est pas à 100% de taux d'occupation, on est entre 95 et 97. Le delta se fait justement sur ces quelques jours de non-occupation. Ensuite, les exploitants de co-living mettent un effort tout particulier sur la décoration, sur l'accessoirisation, sur le choix des meubles et la décoration. Donc, les gens qui y vont, ils sont très respectueux également.
comme tout à l'heure, on parlait du non-paiement des loyers, on respecte le lieu parce qu'on le partage aussi avec les autres et parce que tout le monde devient ami ou quasiment dans ces lieux-là. Donc on n'est pas là non plus pour dégrader ou l'espace des autres. Je voudrais juste revenir sur le profil de co-liver qui pourrait devenir celui de senior co-liver. Comment on intègre une colocation. Oui, on va dire ça, oui, un co-living. Un co-living en tant que senior. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de choses dans le mot senior. On est déjà assez moche, ok, mais je veux dire, c'est pas la même chose d'être senior à 50 ans, d'être senior à 60, d'être senior à 70. Est-on vraiment senior à 50 ans d'abord? Oui, au sens de Pôle emploi, c'est 45 ans, ma chère Marie. Super, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que quand on dit ça va être une alternative, peut-être pour certaines personnes, disons, au-dessus d'un certain âge, qu'est-ce qui c'est une alternative à quoi? À un endroit à vivre isolé? Alors, on entend par co-living senior le co-living qui s'adresse généralement aux personnes retraitées et souvent plus de 75 ans. Ouais, 65 plus de 70, 75 ans. On voit que la moyenne d'âge à l'entrée est généralement entre 72 et 74. C'est une nouvelle voie qui est en train de s'ouvrir. Clairement, c'est une voie qui s'est déjà ouverte il y a plusieurs années dans les pays scandinaves, Suède, Norvège, qui est descendue au Benelux, qui est descendue en Allemagne et qui arrive chez nous aujourd'hui en France. C'est une nouvelle voie qui s'ouvre donc entre le maintien à domicile, qui reste largement plébiscité par les seniors, l'EHPAD privé et la RSS, qui est la résidence service senior. Le co-living senior est une solution dans le sens où c'est une solution pérenne. Vous y entrez quand vous êtes encore autonome, mais les solutions vont vous accompagner vers la perte d'autonomie et donc jusqu'à l'entrée en EHPAD et vraiment quand les soins médicaux et l'accompagnement médical très poussé est nécessaire. Parce que vous avez des services associés aux besoins des personnes âgées? Oui, il y a un accompagnement de la part de nos exploitants avec du personnel 24/24 sur place, avec une présence de nuit, avec la venue d'infirmières également pour les soins du matin, la toilette du matin, etc. Ah oui, donc c'est pas juste... Alors, c'est une solution qui est là pour lutter contre la solitude de ces seniors, qui est confronté à une espèce de mort sociétale assez importante. Vous êtes loin du cercle familial parfois, vous avez vos amis qui disparaissent malheureusement au fur et à mesure des années. Et en plus de lutter contre la solitude, vous avez vraiment cet accompagnement humain et médical qui fait que, pourquoi c'est une vraie solution le co-living senior, c'est qu'avant vous rentriez en résidence service senior, puis ensuite déménagiez vers un EHPAD quand finalement vous n'en aviez pas nécessairement besoin. Il y a presque 80% des entrées en EHPAD qui sont faites malgré la volonté du senior d'y aller. C'est un chiffre qui est assez affolant aujourd'hui. Je crois que c'est même 82 le chiffre. Donc le co-living senior, vous y entrez en tant que senior autonome et vous y sortez quand vraiment l'accompagnement médical est nécessaire. Juste, on parle de la typologie des co-livers. Moi, j'aimerais bien parler aussi de ceux qui peuvent investir, parce que c'est vrai que nous, on s'adresse quand même à des potentiels investisseurs. Là, à chaque fois qu'on parle co-living, on n'a que des grands groupes, soit qui achètent, soit qui exploitent, machin, etc. Moi, investisseuse particulière, est-ce que j'ai des possibilités pour investir dans le co-living? Oui, via notamment l'immobilier fractionné qu'on propose notamment nous sur notre plateforme chez Builder. En fait, on propose des opérations de co-living, notamment une opération de co-living senior en ce moment là qui va arriver. On a signé une promesse à Orléans, un très bel hôtel particulier de 460 mètres carrés datant du 19e siècle, vraiment l'hôtel particulier dans toute sa splendeur. Alors le ticket d'entrée côté investisseur et le ticket d'entrée côté co-liver. Oui, alors je voulais apporter une précision. Nos investisseurs en fait n'investissent pas dans un produit immobilier. On fait une émission obligataire sous forme d'obligations simples indexées qui suivent la performance de l'actif, dont la performance dépend donc des loyers et du rendement et même parfois même de la plus-value à la revente. Et ce qui fait que l'investisseur en fait n'est pas assujetti sur la fiscalité des valeurs mobilières, est assujetti sur les valeurs sur la fiscalité des valeurs mobilières, et non pas sur l'IFI. Le ticket d'entrée, 5 000 € sur notre plateforme. Tout particulier peut y aller à partir de 5 000 €. Et sinon, vous pouvez investir toujours sur Builder via votre conseiller en gestion de patrimoine pour les plus fortunés à partir de 100 000 €. Ah ouais. Et en fonction de ce que j'investis, moi ça me fait penser un peu à une SCPI quand même, même si on est typiquement sur un produit en particulier. Mais là, typiquement, en fonction au prorata de ce que j'aurais investi, je toucherai un rendement à quelle échéance? Ce sera tous les mois, tous les trimestres, tous les ans? Tous les trimestres, c'est du couponnage trimestriel. Sur un rendement net entre 6 et 8%. Par exemple, Orléans, là qu'on propose dans quelques jours, dans quelques semaines, ça sera du 7,1 net.
Intéressant quand même, hein. Oui. Quand on fait le distinguo avec, par exemple, les SCPI en ce moment. Oui, intéressant, mais en fait, le taux d'occupation est très bon, la rapidité de commercialisation est là parce qu'il y a une véritable demande et on a des loyers qui sont sécurisés parce qu'on a un bail avec notre exploitant. Cet exploitant a tous ces lits qui sont finalement remplis et sur du turnover en plus qui est moins important. Vous avez un co-living senior, les personnes restent des années, elles restent beaucoup plus longtemps qu'un voilà, et c'est ce qui sécurise notamment. Voilà, vers une projection du nombre de lits en co-living, parce que c'est comme ça qu'on mesure, vers 24 000 lits, c'est presque x10 en 4 ans. Voilà ce qu'on pouvait dire de ce concept de co-living qui peut être intéressant pour les jeunes actifs, mais aussi peut-être pour les seniors. C'est une autre philosophie de fin de vie, ou en tout cas de vie. Merci beaucoup Maxime Sauvanet, directeur d'investissement du groupe Builder Investissement Group. Marie, merci beaucoup. À demain. À demain. Même heure.